Donc le sujet du jour va être la présentation du light novel, comment est-ce qu'on fait pour choisir nos licences et parler un petit peu aussi du goût du public français, qui est un petit peu aussi différent du goût du public japonais. On va aussi vous expliquer que peut être un light novel et comment est-ce que ce type de roman et ce format de roman en est arrivé là. Donc ça va être un petit peu un côté historique et après on va se rabattre sur les licences et sur les côtés un petit peu plus techniques de ce que l'on peut avoir, que l'on peut trouver surtout dans les librairies à l'heure actuelle et de aussi ce que les Français voudraient trouver dans les librairies dans pas longtemps. Donc on va pouvoir attaquer tranquillement la présentation. Le LN, le quoi? Donc en gros le light novel c'est un roman assez simple d'écriture. Donc c'est vraiment un type de roman qui se veut accessible au public et au plus grand nombre. Il a été à la base fait pour les jeunes adultes, pour les adultes, et il se veut vraiment très facile à lire, très facile à comprendre. C'est vraiment un roman sur lequel on peut passer peu de temps, s'accrocher à l'histoire parce qu'on se retrouve dans plein d'actions et dans plein de dialogues. Donc c'est un roman qu'on peut débuter facilement et arrêter aussi facilement. Donc c'est vraiment l'accessibilité qui caractérise le light novel. Il a été aussi souvent prépublié sur Internet, donc c'est une forme de publication, c'est ce que l'on appelle le web novel tout d'abord, et c'est une forme de prépublication que l'on trouve souvent par chapitre, donc les auteurs arrivent à publier un chapitre par semaine, voire un chapitre tous les 15 jours, et donc ça permet d'avoir une histoire qui est vraiment constante et régulière. Euh, le light novel aussi se caractérise par les illustrations qu'on peut avoir, donc des illustrations qui se rapprochent énormément de l'univers du manga, qui sont au début normalement en couleur et qui sont au sein du roman en noir et blanc. Donc les illustrations se comptent par 6 ou 8 au sein du roman et viennent ponctuer vraiment les moments forts de l'histoire avec une illustration vraiment très riche et très bien dessinée et très détaillée. Nous allons passer maintenant aux forces du light novel. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre originale puisant dans les codes du manga. Donc, vraiment quelque chose que l'on retrouve souvent, c'est-à-dire beaucoup d'action, beaucoup de dialogue, l'approche oralisée de la narration. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui est vraiment basé sur l'action et sur ce qui se passe entre les personnages. On va avoir une intrigue forte qui va être mise en place et après des interactions entre les personnages qui vont être très importantes. Euh, et comme je vous le disais précédemment, le rôle de l'illustration est vraiment là pour accompagner le récit dans ces dans ces moments importants, vraiment là pour guider le lecteur dans l'imagination, dans comment expliquer ça, le design que voulait apporter l'auteur et l'illustrateur au roman, pour vraiment qu'on puisse imaginer pleinement l'action et les personnages tels que eux l'imaginaient de leur côté. Donc après, les thèmes sont un petit peu aussi divers et variés, comme le fantasy, la comédie scolaire, ou alors l'isekai. Et généralement, les thèmes sont découverts plus facilement en animation japonaise, en dessin animé, plutôt que dans les romans eux-mêmes. Ça, on va le voir un petit peu plus tard aussi dans les échanges et dans les discussions qu'on va avoir et dans les diapositives. Le parcours que peut avoir le light novel au Japon est vraiment différent de celui qu'il va rencontrer en France. Nous allons passer au prochain slide. Donc maintenant, d'où vient le light novel? Donc c'est un roman qui a été créé au Japon dans les années vers la 1975 sous l'occupation américaine avec donc le label Sonorama Bunko. Le terme apparaît sur un forum de fans dans les années 1990 et le format trouve son succès vraiment dans les années 2000 grâce à Haruhi Suzumiya. Donc c'est vraiment un type de roman qui a mis du temps à s'établir au Japon, à se développer et à trouver les bases qui font que maintenant il a un énorme succès là-bas. On va voir aussi par la suite que ce succès intervient grâce à plusieurs interactions qui peuvent arriver avec les ayants droit japonais et l'industrie euh, de, du, excusez-moi, du divertissement japonais qui met en place certaines choses pour le développer et pour vraiment que le roman puisse connaître son développement maximum.
Donc voici une grande partie des œuvres qui ont été, enfin une grande partie, les plus connues qui ont été publiées au Japon dans les années 1970-1980. Donc la principale, c'est Slayers, donc, qui a été publiée très tôt et qui a subi à l'heure actuelle une republication, une refonte des couvertures. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, à droite on a la couverture originale et à gauche on a la couverture 25 ans après. Donc on garde la patte graphique de l'auteur, mais le design a été adapté au goût du jour. Et pour ceux qui ont connu le dessin animé, à droite, on retrouve les chroniques de la guerre de Lodos. Donc c'est vraiment deux licences fortes au Japon qui ont vraiment permis de développer le light novel et de l'imposer comme un format phare. Et derrière, on peut voir que chez nous, on n'a peut-être pas forcément connu les romans, mais on a plus connu les dessins animés qui sont arrivés beaucoup plus rapidement à cette époque, notamment dans les années 90. Donc les années 2000, la médiatisation est arrivée en Occident. Donc il y a eu de nombreux échecs commerciaux dans les années 90, un énorme calme euh, au niveau du light novel. Et vraiment ce qui a rendu populaire ce format-là, c'est l'arrivée de Sword Art Online. À l'heure actuelle, c'est 26 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde. Et donc c'est vraiment l'adaptation du manga, enfin du light novel en manga et en animé qui a permis de rendre populaire le light novel et de vraiment développer cette série-là. C'est vraiment quand l'animé est sorti qu'il a vraiment subi une publicité mondiale, que les gens ensuite ont découvert la série, ce que ça pouvait être, et ils se sont après, par la suite, intéressés au roman et à tout ce que ça pouvait apporter cet univers-là. Donc ça a permis aussi un essor important du web novel. Donc comme je vous le disais, la prépublication directe des auteurs via les sites internet et aussi d'un autre type de un autre type de light novel, l'isekai. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui couvre à l'heure actuelle un, un vaste choix de romans et ça devient même parfois, suivant certaines personnes, un petit peu l'overdose du moment par rapport au type de light novel que ça peut être. En gros, voici les principaux types de light novel et comment dire, voilà, de types de romans qui sont aimés par le public, aussi bien au Japon qu'en France. Donc la principale explication de l'isekai, c'est la réincarnation dans un monde parallèle. En gros, le héros va généralement trouver une mort subite, généralement percuté par un camion. Et à ce moment-là, il se trouve un petit peu transporté dans un univers parallèle où un dieu l'accueille et lui explique les nouvelles règles du monde et s'il peut ou pas avoir un avantage qui pourra l'aider dans sa prochaine vie. Le VRMMO, c'est un petit peu ce qui caractérise à l'heure actuelle Sword Art Online, mais aussi Infinite Dendrogram. C'est un petit peu ce que j'appelle le rêve ultime de tout gamer, c'est-à-dire pouvoir se connecter de manière virtuelle à un monde, à un univers, et pouvoir vraiment ressentir cet univers. Donc c'est croyant l'être, en effet, pour l'isekai. Donc, pour le VRMMO, c'est vraiment un petit peu ce qui nous a porté tous, nous, au sein de l'équipe, quand on a voulu développer la licence, et c'est quelque chose dans lequel on se retrouvait. Euh, pour le fantasy, c'est un petit peu ce que j'appelle le retour en grâce. C'est un style qui était vraiment abandonné dans les années 90 et c'est quelque chose qui a vraiment repris son souffle suite aux licences sur Le Seigneur des Anneaux, sur Harry Potter et euh, euh, sur le comment ça s'appelle et sur Game of Thrones. Et donc, c'est aussi quelque chose qui permet de retrouver des univers fantastiques, d'heroic fantasy qui se redéveloppent à nouveau. Et c'est un petit peu aussi ce qui a bercé, pour ma part, ma jeunesse. Et c'est aussi pour ça que j'accroche à ces univers et à ces types de romans-là. Donc, on va passer maintenant aux principaux romans qui sont attendus par le public français. Donc, on a
No Game No Life, qui est vraiment la licence attendue en France, mais on se heurte à quelques petits soucis. Donc c'est un isekai, c'est deux héros, un frère et une sœur, qui se retrouvent transportés dans un monde parallèle, où la seule manière de résoudre les conflits, c'est de les résoudre en jouant. Donc ils établissent les règles d'un pari avec un autre joueur, le type de jeu, les règles du jeu, et derrière, une fois ces types et ces règles mis en place, euh, l'issue du jeu permet d'établir l'issue du conflit, c'est-à-dire si les gens peuvent parier la possession d'un village, mais aussi bien la possession de personnes que de pays. Donc c'est vraiment une vision très différente du monde dans lequel on vit et de comment est-ce que les conflits peuvent être résolus. Et c'est une licence qui est difficile à importer en France de par comme vous pouvez le voir, les illustrations qui sont un petit peu osées parfois. En fait, la sœur a 11 ans et le frère est beaucoup plus âgé. Et donc, on a une relation un petit peu demi-frère, demi-sœur qui est bien aimée par les Japonais, qui est un petit peu compliquée. Et certaines illustrations se heurtent à la loi sur la pédopornographie en France. Donc, c'est une licence super intéressante, mais qui, de par ses illustrations, va avoir du mal à arriver en France. On retrouve un petit peu ça dans toutes les licences françaises où on a un petit couac qui vient un petit peu mettre un frein au développement de cette licence. La seconde licence la plus attendue, c'est donc Konosuba. Donc c'est ce dont parlait la mère Gould tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le héros croit mourir en voulant sauver une jeune fille d'un accident de camion. En fait, il a juste fait une crise de peur panique et s'est retrouvé transporté donc, dans un monde alternatif où il a la possibilité de choisir une capacité qui le rendra surpuissant dans ce nouveau monde et dans cette nouvelle vie. Euh, il rencontre une déesse un petit peu horripilante et c'est un petit peu ce qui va faire toute l'histoire de sa light novel. C'est la rencontre entre ce héros désabusé qui pense arriver dans un monde super où tout va bien se passer comme dans un jeu vidéo et la déesse au final qui est un petit peu inutile, qui ne sait rien faire. Donc ce roman-là est vraiment basé sur l'heroic fantasy, l'action, tout ce qu'on peut retrouver dans un univers d'heroic fantasy, et aussi sur énormément de comédie, c'est ce qui fait son succès. C'est les scènes un petit peu désopilantes et hilarantes qu'on peut trouver entre les deux protagonistes. La dernière série qui est aussi très attendue est Classroom of the Elite. C'est une série qui est très intéressante et qui nous conte l'histoire de jeunes adolescents qui arrivent dans une école qui est l'élite de leur pays. Et cette école se base sur un système de points, en fait. Et à chaque fois que vous avez de bonnes notes, vous touchez des points et donc de l'argent. Et en fait, au bout d'un certain temps, on vient à se rendre compte que les élèves deviennent un petit peu euh, feignants et ne font plus rien parce qu'ils touchent en permanence cette somme d'argent. Et en fait, du jour au lendemain, ils se rendent compte que s'ils ont de mauvaises notes ou s'ils ont de l'absentéisme, l'argent ne tombe plus. Et donc, ils n'arrivent plus à vivre. Donc, on a vraiment trois types de séries bien différentes et qui peuvent montrer les différents types de romans qu'on peut trouver au sein du light novel. Aussi bien ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire un, un isekai qu'on peut avoir sur Konosuba et sur No Game No Life, mais aussi bien ce qu'on appelle de la tranche de vie, c'est-à-dire une histoire qui se passe dans un lycée japonais prétendument standard, mais qui est vraiment différent au final. Donc ces trois séries-là, on avait fait en fait un sondage quand on a lancé la société il y a quelques mois, il y a maintenant plus de 8 mois, et c'est les trois licences qui sont arrivées en tête du choix des lecteurs et des fans qui voulaient donc les voir arriver le plus rapidement en France. À l'heure actuelle, on a le manga No Game No Life, on a les mangas qui sont de ces trois séries disponibles, et on va voir pourquoi ça aussi ça pourrait nuire par la suite l'arrivée de ces romans. Donc, on va finir par le développement du light novel. Et en fait, ce qui a permis vraiment l'effervescence du light novel aussi bien au Japon que dans le monde, c'est ce qu'on appelle le média mix, c'est-à-dire l'importance que les ayants droit japonais et les sociétés de divertissement japonaises ont trouvé en créant un univers au sein d'un roman, par la suite en le développant en manga
et à la fin en le développant en animé. Et aussi avec tous les produits dérivés qui peuvent en découler. C'est vraiment une manière d'inonder le marché, d'imposer sa puissance commerciale et de développer au maximum la franchise. Ça permet aussi de créer vraiment une synergie très importante entre les médias, c'est-à-dire qu'on va avoir des contacts très importants entre le monde du livre, entre le monde de l'animation, entre le monde du produit dérivé, et c'est aussi ce qui s'est passé avec nous, avec le lancement d'Infinite Dendrogram, c'est-à-dire qu'on a eu une phase très active avec la société Wakanim qui lançait l'animé, et nous on a eu une phase vraiment d'échange très important avec eux, tant sur le plan technique, pour avoir une base de traduction saine et correcte, qui corresponde à la fois au light novel, à la fois à l'animé, mais aussi bien sur le plan de la promotion du roman et de l'animé, pour vraiment avoir une force commune et conjointe, et montrer aussi aux personnes qui souhaitent lire le light novel que l'animé est là et donc que ça peut apporter une alternative, et aux personnes qui regardaient l'animé, qui souhaitaient peut-être plus de détails ou une histoire un petit peu différente, avoir la solution du light novel et du roman du coup pour se développer et pour avoir une interaction un petit peu plus forte. Donc voilà un petit peu les différences qu'on peut trouver entre l'interaction entre l'animé, le manga et le light novel. Donc en gros, sur le logo de la série Infinite Dendrogram, on peut voir en haut à gauche le roman de l'animé. Et sur les deux autres logos, ça va être le logo de la partie au milieu étrangère, aussi bien pour le light novel que pour le manga. Et en bas à droite, le logo typiquement japonais. Donc on a vraiment cette adaptation au marché et aussi au type de médias qui fait qu'on ne va pas hésiter à remettre en question certaines typographies, certaines manières d'afficher les licences pour qu'elles soient beaucoup plus adaptées aux médias sur lesquels elles vont rencontrer des personnes et des lecteurs. On peut voir aussi que du coup, on a une adaptation totale du style et du chara-design. Donc ce que je vous expliquais à droite, on trouve la couverture du roman, du light novel, et à gauche la couverture du manga. Donc on a vraiment sur la partie droite un univers ultra précis, ultra détaillé, où on va avoir peu de, comment dire, peu d'illustrations, mais vraiment très précises, très touchées et qui vont vraiment vous permettre de découvrir l'univers dans son détail. Et dans le manga, on va avoir une direction artistique qui est toujours gardée par l'illustrateur principal de la série, mais derrière qui est réadaptée par un artiste et qui va le rendre un petit peu plus adapté aux médias qu'il rencontre, c'est-à-dire aux personnes qui sont plus habituées à lire des mangas, des comics, ce genre de choses. Et on voit tout de suite qu'on a des personnages qui sont beaucoup plus faciles déjà à dessiner, donc qui permettent d'avoir beaucoup plus de dessins sur une page et un style qui est beaucoup plus rapide, mais aussi on va avoir un univers beaucoup plus simple. Donc l'illustrateur de la série Infinite Dendrogram pour le manga est expérimenté, c'est vraiment sa patte graphique. On pourrait penser que c'est un style simple, mais c'est vraiment ça qui est choisi pour mettre en avant l'œuvre et son type graphique. Il a fait d'autres mangas comme Needless par exemple. Donc c'est vraiment des choix artistiques qui sont voulus par l'ayant droit japonais et validé aussi bien par l'auteur que par l'illustrateur original de la série. Donc on peut voir que ça continue sur les histoires, sur le second volume. Donc à droite, le second volume de la série Infinite Dendrogram et à gauche, le second volume du manga. Et on voit qu'on a un style qui est vraiment précis, vraiment détaillé dans l'illustration sur la couverture du second light novel, et qu'on a vraiment un style qui est beaucoup plus aguicheur, beaucoup plus coloré sur le manga, pour essayer vraiment de faire ressortir les personnages, d'en montrer un maximum, et voilà, de s'adapter un petit peu au public et à l'audience que l'on va rencontrer. Le gros problème de cette interaction, même si on peut dire qu'on a une arrivée vraiment qui est ordonnée au Japon. C'est-à-dire qu'on va avoir le light novel qui arrive dans un premier temps, une fois que enfin, le web novel et le light novel. Une fois que ces deux éléments-là sont bien mis en place et que la série sort en volume régulièrement, vient la question de l'adaptation en manga. Donc à ce moment-là, on vient mettre en place un nouvel univers avec le manga et par la suite un univers qui est adapté à l'animé. Pour la France, c'est un petit peu plus compliqué. On va dire qu'on a un public qui est beaucoup plus habitué à recevoir
une licence de par l'animation. C'est, on va dire, typique de la culture française, de par l'univers dans lequel on a été bercé, notamment dans les années 80-90, avec Génération A2 et le Club Dorothée, qui ont vraiment apporté énormément de dessins animés japonais. Et donc, du coup, l'industrie du dessin, de l'animation japonaise en France était déjà beaucoup plus développée que l'industrie du roman. Il y avait déjà eu quelques adaptations de light novel dans les années 80-90 en France, mais il y avait eu des petits soucis suite à la traduction ou à l'adaptation. Donc ça avait vraiment pas rencontré son succès. Et après, comme je vous l'ai expliqué, avec la partie vide des années 90 où le fantasy était plus trop à la mode, les nouveaux essais n'ont pas été renouvelés. Donc à l'heure actuelle, ce qui a fait vraiment connaître Sword Art Online et le monde du light novel, ça l'a été via l'animation japonaise. Et donc via les diffuseurs que l'on a actuels, Wakanim, ADN, Crunchyroll, qui mettent vraiment en avant le maximum de séries. Et surtout, grâce au simulcast, on n'a plus besoin d'attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans. On a carrément les épisodes directement. Donc c'est un média qui est intéressant, mais aussi qui peut un petit peu vampiriser, enfin ce qu'on appelle vampiriser la série. C'est-à-dire, on peut se poser la question, est-ce que des personnes qui ont vu l'animation seraient enclins à soit acheter le manga ou soit acheter le light novel? Alors elles peuvent se dire oui, le manga, pourquoi pas, parce qu'on va avoir des dessins, une histoire qui va peut-être un petit peu plus loin ou qui englobe un petit peu plus de détails que sur le roman. Mais une fois, par exemple, l'animé et le manga sortis, est-ce que le light novel peut trouver sa chance? Sachant qu'à l'heure actuelle, le public français qui lit des light novels lit aussi énormément de mangas. Donc on a aussi un risque vis-à-vis des maisons d'édition de s'investir sur des licences et au final de ne pas rencontrer le public parce que le public peut déjà avoir une grande partie d'intrigue, une grande partie de l'histoire qui est avancée et donc il ne souhaite pas refaire l'investissement dans un light novel. À l'heure actuelle, on voit que les mangas sont entre 7, 10, 12 euros. Un light novel, ça table pour les light novels simples entre 13 et 15 euros. Et sur les light novels doubles, donc les versions Big LM de chez Ofulb, entre 19 et 21, 22 euros. Donc on peut se dire que l'investissement est beaucoup plus important. Derrière, on a beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, mais c'est aussi un investissement beaucoup plus lourd pour l'acheteur et pour le fan hein, qui se dit bah, pourquoi est-ce que je tenterais ça si j'ai déjà l'histoire qui correspond à mes attentes. Donc pour les véritables fans qui veulent l'histoire originale et qui veulent essayer d'avoir l'histoire complète, parce que c'est un des petits soucis de l'animation et du manga, c'est que généralement l'animation va se cantonner à 12 ou 24 épisodes, et donc ne pas forcément conclure l'histoire complète, mais terminer un arc d'une histoire, par exemple, comme on peut le voir sur toujours les 12 premiers épisodes de Sword Art Online, mais aussi par exemple les épisodes qui ont été diffusés chez Wakanim d'Infinite Dendrogram s'arrêtent au volume 5. Donc c'est vraiment un choix délibéré de s'arrêter à un arc précis, à un moment précis, et derrière on se retrouve un petit peu avec la boule au ventre de se dire bah mince comment se continue l'histoire. Donc on a la chance de temps en temps d'avoir le manga qui se développe. Par exemple pour Konosuba on a le manga qui arrive très rapidement en France, donc ça va nous permettre d'avoir un complémentaire par rapport à l'anime qui est sorti. Mais derrière, certains mangas s'arrêtent aussi de manière assez abrupte parce que au Japon, ils ne rencontrent plus la, comment dire, le même succès lors de la sérialisation hebdomadaire. Et donc derrière, la partie volume peut s'arrêter très brusquement. Donc c'est un risque qui est pris aussi bien euh, pour les éditeurs de light novel de se dire bah, on va tenter de lancer une licence pour avoir vraiment l'intégralité des volumes et fournir surtout l'histoire complète. Par exemple, on a aussi penche dans la faveur. Alors, et parfois il faut 2 ou 3 mangas pour faire l'équivalent d'un. Souvent ça arrive, comme parfois aussi les ayants droit passent, enfin, les sociétés d'animation passent beaucoup moins de temps sur un volume. Par exemple, le volume 2 d'Infinite Dendrogram représente 1 ou 2 épisodes dans la série. C'est vraiment un passage qui est vraiment accéléré. Donc c'est
des choix qui ont été faits pour soit accélérer certains passages un petit peu trop détaillés ou un petit peu violents parfois aussi, de manière à les censurer, mais aussi de permettre d'accélérer un petit peu l'arc et de développer plus facilement la série. Il faut bien comprendre qu'au début, et comme tout marché, le Japon se développe pour lui-même et après pour l'étranger. Par exemple, si vous ne trouvez pas de saison 2 animée en France, c'est parce que les ventes de Blu-ray ne se sont pas faites au Japon. Donc derrière, on a cette industrie qui tend à avoir un petit peu de mal à développer ses licences et à fournir plus de saisons parce que ça n'a pas forcément marché dans le pays d'origine. Ça tend à changer à l'heure actuelle avec l'arrivée de très gros médias comme Crunchyroll ou comme Wakanim qui ont des soutiens directement japonais et qui peuvent faire valoir les licences directement à l'étranger, non plus seulement euh, au Japon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et on voit que l'industrie essaie de se renouveler. Donc c'est quelque chose qui est sympa à voir, la prise en compte du choix des lecteurs étrangers aussi dans ce qui peut être fait par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour vous expliquer le choix des licences et du public. J'ai fait un petit peu plus court exprès pour qu'on puisse discuter un petit peu sur vos choix de licences, vos attentes, ou sur ce qui peut vous intéresser et vous guider, ou sur des licences que vous souhaiteriez voir tout simplement. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, ou si vous avez connu des dessins animés qui étaient qui vous ont plu dans votre enfance, hein, vous pouvez aussi très bien découvrir qu'ils ont été soit adaptés en light novel ou soit qu'ils viennent euh, d'une euh, d'une euh, d'une série en light novel, par exemple Vision d'Escaflowne, qui a été connue dans les années 90 sur Canal+, euh, à sa série en light novel. Donc voilà, c'est des petits trucs où ça nous permet de redécouvrir certaines histoires. Alors si l'animé est basé sur le light novel, on sait qu'on peut s'attendre à avoir énormément plus de détails sur le light novel que sur l'animé. Par contre, si le light novel est basé sur l'animé, il y a un petit peu ce côté bloqué. Alors Hokuto no Ken, je sais pas du tout sur ce coup-là, on me prend un petit peu à froid. Hokuto no Ken, c'est un manga à l'origine. D'accord, donc profite pour présenter le reste de l'équipe. Donc comme hier, je suis accompagné par Greg, par donc Gregorio, Alexandre et Cédric, donc qui font partie de l'équipe et qui ensemble et qui nous permettent du coup de vous sortir ces licences. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas seul à pouvoir vous répondre et comme ça on peut échanger autour de licences ou autour de suggestions aussi que vous pouvez nous faire par la suite. Question. Après, on peut se poser des questions de pourquoi certaines licences ne viennent pas. Je peux vous expliquer un petit peu comment se passe le processus aussi d'acquisition de licences. C'est vrai que j'en avais pas parlé forcément hier, donc je vais essayer de vous détailler pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça se passe. En fait, ça passe dans une bonne partie du moment, le contact un intermédiaire donc derrière, qui n'est pas forcément, comment dire, l'éditeur final, et sur lequel on va leur dire, ben voilà, on souhaiterait commercialiser cette licence soit en France, soit dans les pays francophones. Et donc derrière, cet intermédiaire va contacter la maison d'édition japonaise. Certaines grosses maisons d'édition japonaises comme Kadokawa ont des services qui gèrent directement leurs licences et donc on peut les contacter en direct. Dans tous les cas, on ne contacte jamais l'auteur directement au Japon. On passe toujours impérativement par sa maison d'édition. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On vient fixer ce qu'on appelle les minimums garantis, c'est-à-dire le coût minimum que la licence va être payée. On vient fixer aussi les pourcentages, les royalties que l'éditeur japonais touchera sur les ventes, aussi bien papier que physique. Il faut bien prendre en compte qu'au Japon, la séparation est faite entre le format papier et le format physique. Donc vous pouvez très bien acheter l'édition, les droits uniquement pour la publication numérique. Et à côté, une autre société peut très bien acheter les droits pour la publication papier. Donc c'est vraiment deux choses qui sont bien différentes et qu'il faut prendre en compte lors de l'achat de la licence. Donc une fois que vous avez ces minimums garantis pour le numérique, pour le papier, ce pourcentage que l'éditeur japonais, ces royalties qu'il va toucher, derrière, vous leur dites, ben voilà, je souhaite vendre mon livre tel prix, comme ça vous savez exactement combien vous touchez par livre. Et ensuite, vous pouvez demander des choses supplémentaires qui peuvent être des histoires bonus
ou l'utilisation de certaines, par exemple, de certains goodies ou autres, ou de certaines illustrations spécifiques qui peuvent sortir uniquement dans certaines librairies au Japon. Donc tout se négocie, tout se monnaie, et tout se fait avec le temps et la confiance. À partir du moment où vous avez négocié ça, dès la réception du contrat, il faut bien comprendre que tout ce qui est fait se fait en accord avec la société d'édition japonaise. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire sans l'accord de la maison, que ce soit les modifications de couverture, que ce soit la création de marque-page, que ce soit de simples goodies, tout est lié à des négociations et à l'accord de cette société-là. Le moindre visuel que l'on va sortir pour une licence est lié à l'accord de la société. La société d'édition japonaise reste vraiment entièrement propriétaire de l'œuvre et on n'en a que l'exploitation au final. Donc c'est vraiment une danse qui se fait à deux entre notre société et les différents éditeurs japonais. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on essaie de mettre en avant, les discussions qu'on peut avoir avec eux et les suggestions qu'on peut avoir avec. C'est aussi pour ça qu'on arrive à des effets, comme vous pouvez le voir derrière moi ici, à pouvoir publier par exemple les histoires bonus séparées sur nos romans, mais aussi à pouvoir proposer des marque-pages qui ont des designs vraiment particuliers ou autres. C'est vraiment cette relation d'entente avec la maison d'édition qui fait qu'on arrive à pousser le niveau de goodies et d'aide au sein de au sein de la publication que l'on peut avoir et ne pas forcément proposer uniquement que l'œuvre japonaise d'origine. Donc c'est voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et une fois cet achat de licence fait, tout ce qui peut être mis en place, tant au niveau de la promotion, donc que de la validation de l'œuvre, de la traduction, que de la validation des visuels, ça se passe en accord avec la société d'édition japonaise. Ils peuvent aussi mettre à certains moments des vétos sur la manière dont va être distribué le livre, et on peut se voir aussi refuser des licences si on n'a pas un réseau de distribution qui est assez important et qui peut mettre de manière vraiment importante en avant le livre et la licence. Ils sont vraiment très attentifs à la manière dont on va euh, être en capacité de produire un livre techniquement bon, avec une bonne traduction, et derrière de pouvoir le distribuer dans de bonnes conditions, le promouvoir dans de bonnes conditions, et s'assurer que ça ne nuira pas à la licence. Que vous avez d'autres questions suite à ce petit complément d'information? Alors, je réponds à la question pour No Game No Life. Oui, ça peut être une possibilité de retirer les illustrations. Euh, tout peut se négocier avec la maison d'édition japonaise. Le problème que l'on va avoir, c'est que le public français voudra d'une édition sans illustration, et donc qu'il soit éloigné de comment dire, de l'édition japonaise. C'est le risque aussi que prend la maison d'édition. Et je vais rajouter. Vas-y. Vas-y, excuse-moi, Seth, vas-y. Je vais rajouter quelque chose pour No Game No Life. Il y a un autre truc, un autre facteur à prendre en compte, c'est le texte en lui-même. Malgré qu'on enlève les illustrations, la licence n'est pas forcément acceptée par rapport au texte parce qu'il y a souvent des scènes un peu, pas dire explicites, mais qui s'en rapprochent. Du coup, par rapport au fait entre les personnages, l'âge justement de Shiro qui a 11 ans et de son frère qui a à peu près 18, c'est justement un conflit envers la loi française. Donc du coup, en fait, il y a des licences qui sont vraiment ont un fort potentiel en France, mais que malheureusement, à cause de tous ces facteurs-là, ne permettent pas de l'avoir dans notre pays, quoi, dans l'Hexagone. Après, c'est aussi du coup, je rebondis sur ce que Cédric vient de dire, c'est-à-dire que derrière, ça rajoute un coût pour la maison d'édition qui va faire toute une étude en amont sur le roman japonais, sur le roman qui peut être aussi traduit en anglais, et donc consulter un avocat pour vérifier ces choses-là, et donc investir des sommes sur lesquelles parfois il n'aura pas forcément le retour espéré. Donc parfois on peut aussi espérer faire plaisir à la communauté en sortant une licence et en voulant la sortir à tout prix, mais c'est peut-être pas forcément la bonne décision puisqu'on n'arrivera pas à fournir l'histoire complète et la même expérience que pouvait avoir le lecteur japonais par exemple. Et c'est là où je vous disais auparavant que les illustrations étaient très importantes, très fouillées, pardon, parce qu'elles permettaient vraiment de s'immerger dans l'histoire et de saisir les actions importantes qui se passaient dans l'histoire.
au final, si on enlève ces illustrations-là, on perd un petit peu de ce qui fait aussi l'âme du light novel et de ce qui fait l'âme de ce roman japonais. C'est une décision qui est difficile. Après, c'est des sommes importantes, c'est souvent des sommes à 5 chiffres qui sont engagées par les maisons d'édition. Et donc, c'est un petit peu des paris, on lance une pièce à pile ou face et on croise les doigts pour que ça se passe bien et pour que ça se développe bien. C'est Mais qu'à l'heure. Vas-y, Vas-y, c'est vas-y. vrai. Non, non, vas-y. Je voulais rajouter un truc, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a un autre truc à prendre en compte aussi, c'est que bien que la licence ait une grosse communauté, ça ne veut pas forcément dire que toute cette communauté voudra acquérir la licence. Ou en fait, l'éditeur ne va pas se permettre de comment dire ça, de payer, d'investir autant pour qu'à la fin justement le retour de l'investissement ne soit pas là. Avoir un fort potentiel, ça peut être comme autant négatif, parce que justement si le public derrière ne suit pas la maison d'édition qui a licencié la fameuse série, ça peut être un gros point noir pour la suite. C'est ce que j'expliquais dans les précédents slides, c'est-à-dire que l'arrivée un petit peu désordonnée en France des licences, principalement par l'animé, par le manga, fait que parfois on se retrouve avec une offre très complète et qui vient nuire au light novel derrière. Passe pour No Game No Life, on a l'animé qui est disponible, on a sur plusieurs plateformes, on a le manga qui est distribué. Derrière, c'est vraiment une question importante que se pose la maison d'édition de Light Novel en se disant est-ce que je prends le risque de sortir la licence, de peut-être ne pas contenter les fans parce que ça ne sera pas l'histoire complète. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu stressant et prise de tête au sein d'une maison d'édition. C'est les choix difficiles qu'on peut rencontrer. Pour Konosuba, la série dont je vous ai parlé auparavant, c'est aussi le même problème, puisqu'on va avoir une offre vraiment rapide et conséquente du manga en France. Donc derrière, la question va se poser à la maison d'édition qui souhaite adapter le light novel en France, sachant qu'on a déjà 2 saisons d'animé. Est-ce que je prends le risque de me lancer, sachant que l'animé couvre déjà une bonne partie des romans, que le manga va sûrement couvrir une bonne partie du reste de l'histoire, que les lecteurs seront là au rendez-vous, c'est un gros problème. Il existe aussi plein d'autres licences. On est en négociation à l'heure actuelle avec 2 maisons d'édition japonaises, enfin pour parler. Une bien avancée, on attend la réponse. Le thème sera du policier. Est-ce que je lâche l'illustrateur ou pas? La question est là. Pour l'instant, rien n'est signé. Que vous me donnez l'accord, les autres, ou pas? Normalement, Bah, notre ce serait trop facile après. Non, pas forcément avec Non, l'illustrateur, parce il en a fait plusieurs. il en a Ouais, fait plusieurs. ok, bah vas-y alors. Vas-y. Donc normalement, si tout se passe bien et si l'auteur est OK, on devrait pouvoir acquérir une licence qui parle d'une histoire policière et l'illustrateur serait vos fans. Donc c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'on essaie vraiment de trouver les petites licences qui sont pas forcément importantes, mais qui peuvent aussi renouveler un petit peu le genre du light novel en France. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire découvrir ce type d'histoire-là au public français aussi. Donc pour l'instant, rien n'est fait. C'est en travail bien avancé, Ça en rien n'est pourparler. signé. C'est toujours en pourparler. On attend les réponses du Japon incessamment sous peu. Donc c'est aussi, ça permet de rebondir sur le fait que pour ceux qui connaissent pas forcément le light novel, Vofan est plus connu pour Monogatari et les Bakemonogatari, et aussi pour tout ce qui est nos confrères de Château Château sont passés à midi, et donc il a fait une illustration pour eux qui est en vente sur leur boutique. Donc c'est un illustrateur très connu et très en vogue, qui a une patte vraiment typique et reconnaissable de loin. Et la couverture nous a bien plu à toute l'équipe, et la manière dont l'histoire est amenée, ça nous a bien plu aussi. Donc c'est un petit peu comme Infinite Dendrogram, c'est quelque chose de différent et de frais qui pose parfois une question de conscience et qui nous amène à réfléchir sur l'œuvre en elle-même. Donc c'est pour ça que cette nouvelle licence nous botte énormément. Permet de continuer. Vous pouvez retrouver nos livres sur notre boutique
et aussi sur commande chez vos libraires parce qu'on adore les libraires. Donc n'hésitez pas à leur dire si vous aimez vos libraires. On est disponible sur la base de données principale des libraires, donc ils peuvent nous trouver facilement et obtenir les livres très facilement. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Et si vous avez quoi que ce soit, on reste vraiment disponible sur les réseaux sociaux, à votre écoute, sur le channel Discord, sur notre salle Discord. On est vraiment quasi là en permanence. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des envies à nous faire remonter, on essaie vraiment d'être assez proche du public et d'essayer d'écouter un petit peu les demandes de chacun pour essayer d'y répondre au mieux. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est terminé. Je vous remercie encore pour l'accueil que vous nous avez fait et l'assiduité dont vous avez fait preuve pendant ces présentations. Et puis, bon, on espère vous retrouver soit en convention, dans les prochaines en physique ou en virtuel, ou même, eh bien, écoutez, lors, lors des futurs événements qu'on peut faire avec la société. Ça sera un grand plaisir en tout cas de vous accueillir, de discuter avec vous, ou bien sur les réseaux sociaux, de partager la découverte de nos histoires, la découverte de romans ou de licences. On reste vraiment à l'écoute de vous et de ce que vous pouvez nous apporter pour développer la société au mieux. Je vous remercie encore.